Moi, j'étudie les petits corps du système solaire, en particulier les objets transneptuniens. Ce sont des petits corps glacés et qui sont situés aux confins du système solaire, au-delà de Neptune et de Pluton. Ces corps sont tellement distants que même avec les plus grands télescopes, ces objets apparaissent comme de petits points lumineux. Mais cette lumière, si faible soit-elle, est très riche d'enseignements pour moi. Et ces corps me racontent une histoire, celle de la formation des planètes. Bon. Allô? Allô Daniel? Oui? Oui, bonjour, ça va, pareil. Ça va? Oui, ça va. Dis-moi Daniel, Oui? est-ce que tu aurais des illustrations qui racontent les découvertes des planètes au fil de l'histoire? Oh oui, je dois avoir des choses qui peuvent t'intéresser. Très bien, très bien. On se retrouve à l'observatoire? D'accord, merci, j'arrive. Au revoir. En fait, tu vois, Daniel, le nombre de planètes a toujours évolué en fonction de l'avancée de nos connaissances. Dans l'Antiquité, la Terre était au centre de l'univers. Oui, oui, Pour les anciens, oui. les planètes étaient des astres errants, faits d'une matière parfaite et qui tournaient sur des orbites parfaitement circulaires. Et on avait 7 planètes, le Soleil, la Lune, et les 5 planètes connues à l'époque, qui étaient visibles à l'œil nu, qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. C'est celles qui font les 7 jours de la semaine. Exactement. Lundi la Lune, mardi Mars, etc. Bon, ça vient, je crois, ça vient des Chaldéens. Au XVIe siècle, un chanoine polonais, Nicolas Copernic, remet en cause ce système géocentrique et pour la première fois dans l'histoire place le Soleil au centre du système solaire. Oui, Et ah oui. à ce moment-là, le système solaire compte 7 planètes, mais la Terre devient de fait une planète et le Soleil cesse d'en être une. Alors attends, Copernic, c'est bien cette histoire-là, voilà. J'ai une image là, très bien. Alors c'est bien ça, c'est ça qu'il a fait ça. Il a publié le bouquin juste avant de mourir, hein, c'est ça. Exactement, sur son Voilà. lit de mort. Voilà, là on a, alors là on a une très belle gravure très intéressante, bon 19e siècle, hein, qui te montre, voilà, Copernic recevant son livre dans ses mains flageolantes sur son lit de mort. Au début du XVIIe siècle, on a un astronome, Johannes Kepler, qui est sur la base d'observations très précises qu'avait obtenu son mentor, qui était Tycho Brahe, Oui. se rend compte que 3 lois peuvent décrire les mouvements dans le système solaire. Ce sont les fameuses lois de Kepler. La première loi, c'est que les orbites des planètes sont des ellipses. Oui. La deuxième, c'est que en des temps égaux, le rayon du Soleil à la planète parcourt des aires égales. Et la troisième loi, le cube de l'orbite sur le carré de la période de révolution, est une constante. Et pour la première fois dans l'histoire, une définition scientifique caractérise la notion de planète.
Et à cette même époque, l'astronome Galilée pointe sa lunette vers Jupiter et observe 4 petits points blancs qui tournent autour de Jupiter. Ah oui. Et il découvre les fameux satellites qui portent son nom, les satellites galiléens, mais qui à l'époque, il les appelait les planètes médicéennes. Parce que pour lui, c'était... Puis il fallait faire plaisir au prince. Exactement. Il fallait faire plaisir au prince de Médicis. Donc 4 nouvelles planètes, ce qui porte le compteur à 11. 11 planètes qui vérifient les lois de Kepler. Au milieu du XVIIe siècle, il y a un astronome qui travaille à l'Observatoire de Paris, sous la tutelle de Cassini, qui est Christian Huygens, un Hollandais, et qui découvre un satellite à la planète Saturne, Titan. Et juste après, Cassini lui-même découvre 4 autres satellites à Saturne. Donc tu vois, maintenant, au tournant du XVIIIe siècle, le système solaire compte 16 planètes. 16! Et petit à petit, la distinction entre planètes et satellites commence à faire son chemin. Et à cette époque-là, naturellement, on sépare les corps primaires des corps secondaires. Donc le compte des planètes retombe à 6. 6! Au milieu du XVIIIe siècle, on remarque une curiosité dans la distance des planètes. Les planètes se répartissent suivant une loi relativement simple par rapport à la distance au Soleil. Et quand on analyse cette loi, on se rend compte que entre Mars et Jupiter, il manquerait une planète. Bon, les gens s'interrogent, mais pas plus que ça. Mais en 1781, Herschel découvre la 7e planète du système solaire. Et chose curieuse, eh bien, cette planète, cette nouvelle planète découverte, Uranus, eh bien, vérifie cette règle qu'on a appelée la règle de Titius-Bode. Et tout d'un coup, cette règle qui était un peu anecdotique avant la découverte d'Uranus devient une grande loi de la physique. Maintenant, on ajoute une nouvelle définition à la notion de planète. Une planète est un corps qui vérifie à la fois la règle de Titius-Bode et les lois de Kepler. Ah oui, d'accord. 7! Mais il n'y a toujours rien entre Mars et Jupiter. Voilà, il n'y a toujours rien entre Mars et Jupiter. Et c'est un peu par hasard qu'un astronome sicilien, Giuseppe Piazzi, trouve Cérès, le 1er janvier 1801. Ah oui, c'est la patronne de la Sicile. Et puis dans les années qui suivent, 1802 jusqu'en 1807, on trouve encore 4 autres corps de ce type entre Mars et Jupiter, qui sont, donc il y a Cérès, Juno, Pallas et Vesta. Et donc jusqu'en 1845, on trouve un autre corps, et le compteur monte à 12.